Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par le message du chef de l'État, M. Ahmed Tebboune, adressé au peuple algérien à l'occasion de la journée nationale de l'immigration, marquant le 63e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961. Le chef de l'État a précisé que le 63e anniversaire de la journée nationale de l'immigration, qui correspond au 17 octobre, en commémoration des luttes de notre communauté à l'étranger qui exprime le ralliement des Algériennes et des Algériens. En cette occasion, je m'incline avec piété à la mémoire des victimes de ce sinistre jour et je salue les enfants de l'Algérie à l'étranger, hommes et femmes, en renouvelant l'attachement constant de l'État à défendre leurs droits, à protéger leurs intérêts et à réunir les conditions optimales pour leur intégration dans le processus de redressement et de renouveau national et dans la dynamique de transition de l'Algérie vers l'avenir, avec une nouvelle vision confiante en les capacités du pays et en ses compétences et à la prise de conscience de ses jeunes et de son peuple des défis, convaincus de gagner les paris et de réaliser les rêves de nos valeureux chouhada dans une Algérie altière, l'Algérie du nationalisme et de la dignité, a précisé le chef de l'État dans son message au peuple algérien. En même moment, les étudiants en sciences médicales ont décidé cette semaine d'entamer une grève générale accompagnée de manifestations à travers plusieurs villes d'Algérie. Les étudiants ont initié ce mouvement suite à une accumulation de frustrations liées aux conditions déplorables de formation, aux faibles perspectives d'emploi, ainsi qu'à la précarité des bourses et des stages. Un système de santé en déliquescence et une gestion qui soulève beaucoup de questions, mais pour les spécialistes, c'est tout le système de santé qui est malade. Dans le même ordre, en contraste total et dans l'incompréhension des spécialistes, les médias algériens ont rapporté que le projet de loi de finances pour l'année 2025 est un budget colossal et historique que le gouvernement prévoit d'adopter pour améliorer les conditions de vie des Algériens et encourager l'investissement. Aucun débat par rapport à ce projet de loi de finances pour 2025. Les Algériens sont obnubilés par l'excellence de la médiocrité des gens au pouvoir, mais aussi par un déni de réalité. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Comme chaque samedi, donc on va revenir sur l'actualité qui a marqué sur les thèmes qui ont marqué l'actualité, de notre pays cette semaine. On va revenir sur toutes ces questions qu'on a soulevées dans l'introduction. Mais en préparant cette émission, j'ai bien sûr une nouvelle qui est vraiment qui n'est pas facile pour la famille de Hicham Aboud. Pour l'instant, on n'est pas très sûr de cette information, on ne peut pas confirmer infirmer cette information, mais d'après le journaliste, le rédacteur en chef de médias d'Algérie Abdou Semmar, le journaliste Hicham Aboud est porté disparu, ça fait 3 jours, et que sa famille n'a pas de nouvelles de lui. On va écouter dans ce passage qu'est-ce qu'il a dit Abdou Semmar par rapport à cette info de la disparition de Hicham Aboud. Je suis très inquiet parce que Hicham Aboud est porté disparu depuis 3 jours. Alors, c'est quoi les détails? Ce que nous avons pu confirmer, c'est qu'Hicham Aboud était en voyage. Il était dans un pays étranger, il est revenu ici en France pour voir sa femme qui habite dans le nord de la France. Ensuite, il a fait un crochet à Paris, capitale française. Et de Paris, le jeudi dernier, on était quoi le jeudi à Jabadarbi, on était comme la date. Le jeudi dernier, le 17 octobre dernier, il est parti à Madrid. Il est parti à Madrid pour une affaire privée.
On ne sait pas qu'est-ce qu'il est parti faire à Madrid, est-ce qu'il est parti rencontrer des sources, est-ce qu'il a rencontré des gens, est-ce qu'il devait voir des gens, est-ce qu'il devait s'entretenir avec des gens. Je ne sais pas, en tout cas, c'est ce qu'il a dit à sa famille, à sa femme, qu'il est parti à Madrid pour des affaires, pour des occupations qu'il devait absolument gérer, etc. Hicham Aboud a l'habitude d'aller en Espagne. Je sais qu'il a beaucoup d'amis, même des journalistes espagnols. Ça, m'en a parlé, FML TV. Il m'a même parlé de certains de ses amis espagnols qui sont impliqués qui sont très proches, qui sont impliqués dans les médias et dans la gestion et la production de contenu médiatique, etc. C'est des journalistes, des hommes de médias. Il part souvent en Espagne. Il transite beaucoup par l'Espagne pour pour revenir en France ou pour voyager dans d'autres pays. Donc, et depuis le 17 octobre dernier, plus aucune nouvelle. Il a 4 téléphones, 4 numéros de téléphone, il est injoignable et ses téléphones sont fermés, même pas silencieux, d'après les informations que nous avons pu confirmer d'un membre de son entourage. Je parle d'un membre de son entourage, c'est franchement inquiétant, ça fait 3 jours, plus aucun signe de vie. Bon, on aurait pu croire... Donc, ces déclarations, bien sûr, nous pouvons donc confirmer ou infirmer cette information. Le Maghrébien n'a pas les moyens donc de vérifier pour l'instant cette information. Les paroles d'Abdou Smaar, il est le seul responsable de cette information. Avec grand plaisir que j'ai avec moi dans cette émission Kamal Mouktifi, universitaire et militant politique. Il est avec nous depuis le Québec, le Canada. Kamal Mouktifi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser, bonsoir à l'équipe Maghrébien, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à vos invités aussi. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Kamal Mouktifi. On a aussi le plaisir d'accueillir Riyad Ouarab, militant politique. Il est avec nous aussi depuis Paris, via Skype. Riyad Ouarab, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nassar, bonsoir à toute l'équipe de Maghrébia, bonsoir aux téléspectateurs de Qanat Chab, bonsoir à vos invités. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. On aura aussi le plaisir d'accueillir depuis Alger Inès Firad, secrétaire national chargé à l'université. Il sera au sein du RCD, il sera avec nous par téléphone depuis Alger. Riyad Ouarab, je vais commencer cette émission avec vous, avec cette nouvelle que nous venons donc d'apprendre. On ne peut pas confirmer cette information, mais on parle donc de la disparition de Hicham Aboud. On l'a entendu donc dans ce passage par Abdou Smaar, qui donc a sorti cette information depuis le 17 octobre. Ça fait 3 jours, donc qui n'a pas donné signe de vie. On parle de Hicham Aboud. Votre réaction par rapport à cette info, Riyad Ouarab? Tout d'abord, j'espère qu'il n'a rien, j'espère qu'il est en bonne santé, j'espère que c'est juste quelque chose où je pense, quand cette information a été donnée, j'ai tout de suite pensé à Mohamed Abdallah, j'ai pensé à Mohamed Ben Halima. Apparemment, il était en Espagne, donc j'espère qu'il lui est rien arrivé. Voilà, comme tout Algérien qui milite pacifiquement. Monsieur Aboud est un journaliste, il est connu en Algérie. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Voilà, c'est tout. Très bien. Kamal Mouktifi, bien sûr, pour l'instant, on ne peut pas confirmer cette information. Mais si cette confirmation est confirmée, qu'est-ce que cela veut dire donc cette disparition de Hicham Aboud? Ça fait 3 jours qu'il n'a pas donné signe de vie. Votre réaction, Kamal Mouktifi? Bonsoir. Oui, effectivement, je viens d'écouter la vidéo d'Abdou Smaar. Je ne l'ai pas terminée, mais j'ai compris à travers cette vidéo que Hicham Aboud a disparu depuis 3 jours, donc il n'a pas donné signe de vie. Donc tout de suite, on pense, vu que c'est un bonhomme qui a montré son hostilité au pouvoir actuel, et il a ses positions qu'il défend. On n'est pas totalement d'accord tout le temps avec lui, mais ça reste... il exprime son opposition au régime. Il a sa façon de le dire. Mais ses façons de faire, s'il est réellement confirmé qu'il subit
actuellement les coûts du contre-espionnage algérien ou des règlements de compte. C'est pas la bonne façon de faire de la politique. Un opposant, il avance il avance des informations ou il attaque par des analyses ou il exerce son opposition au pouvoir de manière pacifique. On ne peut pas lui opposer des pratiques comme ça de kidnapping ou enfin, j'utilise le mot kidnapping, c'est pas encore confirmé, mais ça reste encore à confirmer, mais j'espère qu'il va revenir vers sa famille. Toute ma solidarité avec sa famille et lui-même, même si on ne partage pas les mêmes idées qu'il distille, la façon de communiquer, mais ça reste, on n'est pas tous parfaits, on ne peut pas tous communiquer de la même façon pour plaire à tout le monde. On a chacun sa façon de faire les choses, mais comme je le dis, la meilleure façon, c'est de respecter l'avis de l'autre, c'est de respecter la liberté d'expression de l'autre et de répondre par l'argument, pas par la violence, pas par le kidnapping, pas par la police politique. Voilà. Mais on va attendre les nouvelles pour prendre position. Pour l'instant, on ne peut pas parler de kidnapping parce que pour l'instant, on n'a pas d'informations confirmées. Donc, par rapport à cette disparition de Hicham Aboud. Mais la question qu'il faut soulever aussi, c'est que Hicham Aboud a été condamné par la justice algérienne. Vous avez parlé aussi de son activité politique. Et là, je reviens à vous, Riyad Ouarab. Est-ce que vous pensez aussi que cette disparition, si elle est confirmée, donc, est liée donc, à son activité politique? Honnêtement, depuis donc l'annonce de cette disparition, j'ai essayé de chercher, comme tout le monde, des informations. Il y a beaucoup de choses qui sont publiées. Il y a des infos qui disent qu'il a été arrêté par les autorités espagnoles. Voilà, je ne sais pas vraiment réellement. Il n'y a pas d'informations officielles. Il n'y a pas ni de la part des autorités espagnoles, ni de la part des autorités algériennes. Donc, c'est sa famille qui a lancé l'alerte. Je rejoins notre ami sur le fait que, voilà, Hicham Aboud a ses positions, il a sa façon de faire les choses. Personnellement, je ne partage pas ses idées, je ne partage pas aussi sa façon de militer pour lui ou d'exercer son métier de journaliste. Après, bon, il est libre comme tout Algérien, chacun a le droit de s'exprimer à partir du moment qu'il est pacifique, voilà. Donc, encore une fois, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Je compatis avec sa famille, voilà. Très bien. Kamal Mouktefi, est-ce que on peut aussi craindre sur les militants politiques qui sont à l'étranger quand on parle d'une éventuelle disparition de Hicham Aboud? Vous l'avez dit, pour l'instant, on n'a pas des informations qui sont confirmées. Mais est-ce qu'on peut parler aussi de la gravité de cette situation si elle est confirmée? Et est-ce qu'aussi c'est un message pour les militants politiques qui sont à l'étranger? Ce pouvoir nous a vraiment surpris par sa façon de répondre à l'action politique pacifique. Et il nous a surpris parce que depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, depuis le coup de force de 2019, nous n'avons pas vu ce genre de pratique, malgré que nous avons connu l'assassinat de Karim Belkacem, l'assassinat d'Alim Sidir et tout ça, mais c'était des méthodes bien ciblées, bien visées, et qui sont rares, on peut dire qu'ils sont rares. Mais là, depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, on assiste à une militarisation tous azimuts et de manière éhontée, de manière frontale, de manière sans gêne, de la vie politique, surtout à l'endroit des militants qui exercent pacifiquement leurs droits de citoyens, donc de s'opposer au régime. Donc ce pouvoir, il nous a démontré sa férocité, sa monstruosité. C'est un pouvoir monstrueux.
Vraiment, moi qui avais fait la politique en Algérie depuis la décennie noire, je n'ai pas imaginé un jour que le pouvoir allait avoir ce visage, allait afficher ce visage. Durant la décennie noire, c'est vrai, si on questionne les familles des disparus, si on questionne les familles des victimes, si on questionne, ils vont vous dire que il y avait, le pouvoir était féroce, il y avait aussi de l'autre côté l'extrémisme islamiste était féroce aussi, donc c'est de manière inégalée. Mais le pouvoir, il avait certaines limites à respecter. Il avait certaines limites à respecter, mais là, depuis l'arrivée au pouvoir de Tebboune, aucune limite n'est respectée. Aucune limite. La construction de dossiers bidons, la mise en prison de militants sur de dossiers vides. Donc, là, on est dans un trou noir. On essaye de chercher les limites à ce pouvoir, on n'en trouve pas. Parce que aujourd'hui, on peut dire que ce pouvoir est capable de faire tout ce qu'il veut dans l'impunité totale. Parce qu'il profite de la situation internationale, les regards sont jetés ailleurs, l'opinion internationale est branchée sur ce qui s'est passé à un moment donné en Ukraine, des fois maintenant avec la Palestine. Donc, ce qui se passe en Algérie ne dérange pas, il n'attire pas l'attention de l'opinion internationale, et donc il fait ce qu'il veut. Vous écrivez un mot sur Facebook, vous rentrez en prison, et je ne vous dis pas, les témoignages sont là, hein, des sévices que vous subissez en prison, les tortures et tout ce qui s'ensuit. Donc, la nature du système a basculé comme le jour et la nuit. Il est passé d'un système qui s'est fixé des limites à un système sans limite. Il est passé d'un système qui mène la danse derrière le rideau à un système qui mène la danse de manière visible et avec une politique de zoom. Donc, ça, moi je me pose la question, où se situe la limite? Moralement, très bien. Éthiquement, chez ce système. Reste avec nous, Kamal Muktefi. Riyad Ouarab, c'est une question qui est très pertinente, qui a été posée par notre ami Kamal Muktefi. Où se situe la limite quand on voit si l'information, bien sûr, est confirmée. Donc, la disparition de Hicham Aboud, qu'est-ce que cela veut dire pour les militants politiques qui sont à l'étranger? Votre réaction? On a vu ces derniers temps que le régime en Algérie, la junte militaire en Algérie, a commencé à intensifier ses actions sur le territoire européen, spécifiquement à Paris. Donc, moi-même, j'ai été attaqué par une personne qui a été mandatée par apparemment l'ambassade d'Algérie. J'ai déposé plainte et la plainte est en cours d'instruction. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais le régime algérien, la junte militaire algérienne, via ses services secrets extérieurs, elle essaye d'intimider les militants, des militants pacifiques, pour essayer d'arrêter ou de stopper les manifestations, les sittings que la diaspora organise en Europe ou en Amérique du Nord. Évidemment que le régime algérien, il est dans sa logique. Répression, intimidation, la faiblesse de ce régime fait qu'ils deviennent sensibles, ils sont à fleur de peau, donc ils ne tolèrent aucune voix discordante. Donc le régime algérien, la junte militaire en Algérie est carrément obnubilé par le fait qu'elle veuille rester au pouvoir, et elle a peur, elle sait que le régime vacille, le Hirak, il a fait vraiment vaciller le régime, il a donné des coups très très durs au système dans notre pays. Et la junte militaire, on est consciente, la répression à l'intérieur, donc elle a stoppé les manifestations, elle a emprisonné des militants pacifiques, la répression judiciaire, certains cas de torture, et à l'étranger, voilà. Donc elle a récupéré
suite à des négociations avec le gouvernement espagnol, elle a récupéré Mohamed Abdallah et Mohamed Ben Halima. Et là, on voit qu'elle essaye avec ses pions, elle essaye de stopper, tout du moins d'arrêter donc les manifestations, que ce soit en France ou en Amérique du Nord ou en Europe. Évidemment, il faut que le régime sache que les militants qui se trouvent à l'étranger ne vont pas s'arrêter. C'est notre droit de manifester, c'est notre droit d'organiser des sittings. On est pacifique, nos revendications sont légitimes. C'est les revendications du peuple algérien, démocratisation réelle, respect des droits de l'homme, respect de l'alternance au pouvoir, une justice indépendante, une presse libre. C'est des revendications légitimes. Ce qui gêne aussi le régime algérien, il sait très bien qu'en ce moment, les Algériens à l'étranger intensifient donc le travail pour essayer d'organiser l'opposition à l'étranger, si on peut appeler ça opposition. Pour moi, c'est une résistance. Donc, et il le sait très bien, donc via ses espions donc je suppose que c'est à cause de ça que le régime il essaye un peu de nous mettre les bâtons dans les roues, et ça ne va pas passer, évidemment. On ne va pas se taire, que ça soit la riposte sera judiciaire. S'il y a quoi que ce soit, elle sera forte, et je pense que la junte militaire devrait comprendre que les Algériens, où qu'ils se trouvent, continuent la lutte pour l'instauration d'une vraie démocratie en Algérie. Très bien. Kamel Mouktefi, ça fait pas longtemps donc, qu'il y avait donc cette élection présidentielle, le deuxième mandat de Al-Majid Tebboune. On a vu donc comment cette élection s'est déroulée, bien sûr, le 7 septembre dernier. Si cette information se confirme, bien sûr, sa famille est très inquiète, d'après donc les déclarations du journaliste Abdou Samma, qui a dit donc que Hicham Aboud est porté disparu, ça fait 3 jours, depuis le 17 donc, de ce mois, le 17 octobre. Si cette information est confirmée, est-ce que c'est un clair message de ce qu'il va être le deuxième mandat d'Al-Majid Tebboune? Oui, il ne faut pas trop se perdre dans les calculs et aussi être naïf que ce pouvoir va changer un jour. Il a choisi de gouverner par la force, tout en sachant que c'est une réaction réellement, tout en sachant que le peuple l'a rejeté. Donc, il a vu en 2019 comment il a été imposé. Il a vu les élections qui ont suivi, comment le peuple les a balayés de revers de la main. Il les a boycottés, malgré leur machine à la fraude, avec comment s'appelle, un signe de halal sur le front du sinistre personnage du président de l'année, Mohamed Lahore. Et donc voilà, on essaie de tromper le peuple parce que je suis pieux, je fais la prière 5 fois par jour, j'ai une cicatrice sur le front qui démontre ma pratique religieuse, et donc venez s'il vous plaît accepter toute la fraude. C'est comme ça qu'il parle, en langage terre à terre au peuple, et c'est une insulte à son intelligence. Voilà, donc c'est parce qu'il a un dokhmsmia sur son front, et puis voilà, donc vous pouvez me faire confiance, je vais vous faire avaler les couleuvres, mais le peuple est dans sa majorité a compris le message. C'est pas parce qu'il est mais Kamel Mouktefi, on a vu par exemple, on a vu après les élections, donc Al-Majid Tebboune a fait donc son discours, et dans son discours il avait appelé un dialogue national, et beaucoup donc ont salué cette démarche, alors qu'on est en train de voir que la répression est toujours là, et malheureusement si cette information se confirme,
c'est un autre niveau de répression, si on peut dire. Le message, il est clair. Le message que le système a envoyé, il est clair. Voilà, pour être honnête, pour les Algériens qui sont encore dans le doute, il vous dit, nous allons rester au pouvoir, que vous votiez ou non, mais celui qui bouge, il va y aller en justice, en impliquant, la justice c'est lui qui dit combien d'années que tu vas prendre, et il décide à sa façon, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice, il y a une parodie. Il y a des juges qui lisent des verdicts préparés par les officines des services à leur commande le président, donc le chef de l'État. Donc c'est ça le message. Voilà. On va gouverner, vous bougez, on va y aller vous chercher à l'étranger, on va lancer des mandats internationaux pour vous ramener dans des pays qui peuvent se soumettre. Sinon, quand vous êtes dans des pays qui ne se soumettent pas, on va toujours vous traquer. Donc, c'est la politique de la terreur pour gouverner. Donc, c'est ça qui existe. Maintenant, ce que vient de subir Hicham Aboud, si ça se confirme qu'il est donc sous le coup d'une arrestation anormale, arbitraire, par un kidnapping ou je ne sais pas quoi, ça rentre dans l'esprit de ce système-là. C'est un système militarisé, c'est un système voyou, c'est un système qui utilise les services de sécurité avec l'argent de l'État, c'est un système qui instrumentalise la justice pour terroriser le peuple et dans le sens de lui dire « tais-toi, ne revendique pas mon remplacement, ne revendique pas la démocratie en Algérie, sinon voilà ce qui vous attend. » C'est ça le système. Celui qui n'arrive pas à comprendre encore ça, je ne sais pas sur quelle planète il est-ce qu'on est sur la même planète ou non. L'Algérien d'aujourd'hui, il a compris. Je vous dirais qu'il y a à peu près 2 à 3% d'Algériens qui sont un peu obnubilés par la fumée de marijuana. Mais le reste du peuple algérien l'a démontré. 90% d'Algériens n'ont pas gobé le mensonge du pouvoir. Le pouvoir, avant les élections et durant les élections, il leur a présenté toutes les menaces. Il a créé toutes les menaces possibles aux frontières. Il a montré la menace sioniste du côté marocain. Il a montré la menace française. Il est en train d'engager des guerres interminables avec nos partenaires à l'étranger pour juste dire à ce peuple, voilà, la nation il est menacée, soyez derrière votre pouvoir, cautionnez la fraude, cautionnez l'illégitimité de ce pouvoir parce que nous sommes en temps de crise et c'est comme ça qu'on va sauver la nation. Mais le peuple, il a compris que la menace à cette nation, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, elle vient de l'Mouradia, elle vient de la caste militaire qui est au pouvoir, elle vient de cette mafia qui est au pouvoir, c'est eux-mêmes qui se sont autodésignés de mafia. Voilà. Chaque clan désigne l'autre de mafia. Donc voilà le schéma global de ce système. Voici ces pratiques, comment il s'est fait, les kidnappings, la torture, l'instrumentalisation de la justice. Ça peut s'appliquer à Hicham Aboud comme un Nassar Djoudi qui est journaliste, comme un Kamel Mouktefi, comme un n'importe qui milite, qui revendique la démocratie en Algérie. Donc sortons de cette naïveté, si elle existe encore, sortons de cette naïveté. Ce pouvoir est un pouvoir monstrueux. C'est un monstre qui occupe le pouvoir en Algérie. Donc, et on va en découdre avec lui de manière pacifique, parce que c'est la seule façon pour préserver la nation et pour préserver l'avenir de ce pays. Très bien. Riyad Ouarab, si vous voulez donc rajouter quelque chose par rapport donc à cette information qu'on est en train de débattre, qu'on vient d'apprendre, que Hicham Aboud est porté disparu donc depuis 3 jours, d'après sa famille, mais aussi d'après le journaliste Abdou Soumbar. Une information que nous pouvons confirmer jusqu'à maintenant. Riyad Ouarab. Pour les militants politiques, pour les opposants politiques qui sont à l'étranger, un deuxième mandat d'Ahmedji Tebboune, il y a des présidentielles donc, qui se sont déroulées le 7 septembre dernier, lui qui a appelé donc à ce dialogue national. Qu'est-ce que cela veut dire
par rapport à la question politique en Algérie et par rapport aussi aux militants politiques qui demandent qu'il y ait un changement pacifique. Chez nous, à l'intérieur du pays, il y a des détenus d'opinion, plus de 300 détenus d'opinion. La répression et les arrestations ont augmenté depuis le début, je crois, de la campagne électorale. Des militants sont en prison parce qu'ils ont fait des publications, parce qu'ils ont exprimé leur avis sur la situation politique en Algérie ou sur la situation économique ou sociale, et ils ont été mis en prison. Une militante de Ouergla, Abla Qmari, est en prison parce que tout simplement elle a exprimé son refus de la corruption, de la gabegie dans la ville où elle vit. Donc on n'est pas, nous, à l'extérieur, on n'est pas... voilà, on connaît le risque, on connaît ce régime, on connaît les gens, on connaît cette junte militaire, on connaît ses généraux, on sait bien qui ils sont. Voilà, quand on s'est engagé dans la lutte pour l'instauration d'une vraie démocratie dans notre pays, on connaissait très bien les risques. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'informations particulières, il n'y a pas d'informations précises. Donc, je ne peux pas m'engager comme ça. J'espère simplement qu'il n'a rien. J'espère qu'il retournera au sein de sa famille, sain et sauf. Voilà. Très bien, Teksaha, merci beaucoup. On espère aussi. Bien sûr, on a été bousculé par cette information qui n'est pas confirmée jusqu'à maintenant, donc de la disparition du journaliste et de l'opposant politique Hicham Aboud depuis 3 jours, donc sa famille, et d'après aussi le journaliste Abdou Sembal. Ils n'ont pas eu de nouvelles. Ça fait 3 jours. On va essayer bien sûr de revenir sur l'actualité algérienne de cette semaine. Et on va d'abord revenir sur cet événement historique, le 17 octobre 1961. Il y a eu un message d'Ahmed Tebboune. C'est aussi la journée nationale de l'immigration. On regarde ce reportage de l'ENTV et je reviens juste après à mes invités. الجمهورية أكد أن المشاهد المأساوية في محطات مترو الأنفاق وجسور نهر السان بباريس التي يحتفظ بها الأرشيف الموثق لحقد الاستعمار ودمويته وعنصريته الخارجة عن أدنى حس حضاري وإنساني تؤكد عمق الرابطة الوطنية المقدسة بين أبناء وطننا. كما جدد السيد رئيس الجمهورية حرص الدولة على الدفاع عنهم ورعاية مصالحهم وإدماجهم في مسار التقويم وتجديد وكذا ديناميكية التحول نحو المستقبل برؤية جديدة واثقة في مقدرات البلاد وكفاءتها ووعي شبابها وشعبها بالتحديات ومؤمنة بكسب الرهانات وتحقيق أحلام الشهداء الأبرار بجزائر مرفوعة الرأس، جزائر الوطنية والكرامة المتمسكة بمبدأ الحق والإنصاف. Donc, vous avez entendu le message du chef de l'État, Ahmed Tebboune, à l'occasion donc de cette journée nationale de l'immigration, mais aussi qui correspond au 17 octobre 1961, le rôle de la diaspora algérienne, le rôle de l'immigration dans la révolution algérienne, mais aussi le parallèle par rapport à cette immigration actuelle. Je vais vous poser, Kamal Mouktifi, la question est à vous bien sûr. Comment vous avez trouvé le message du chef de l'État, Ahmed Tebboune, qui parle de l'importance de l'immigration, mais aussi le rôle de cette immigration. Votre réaction par rapport à ce message? Oui, c'est une question qui suscite une analyse quand même un peu profonde parce que si on regarde un peu, on retourne vers l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire? C'est quoi l'intérêt maintenant de parler de ces événements-là? Ce sont des événements traumatisants. Ils ont traumatisé toute une génération et ça fait partie d'un ensemble d'événements qu'a vécu le peuple algérien, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, durant la guerre de libération. Souvenons-nous, le 17 octobre 1961, c'était une réponse, c'était un appel du FLN pour défier le couvre-feu imposé par
le pouvoir français, dans le préfet de Paris, Maurice Papin, qui était un des anciens du pouvoir de Vichy. Hein, donc celui il a été déjà condamné d'avoir été l'allié nazi durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mais c'était le couvre-feu imposé suite aux actes, donc aux attentats du FLN de l'époque, pour justement soutenir la révolution à l'intérieur du pays. On était en état de guerre et le pouvoir français a imposé le couvre-feu pour empêcher les Algériens de circuler et de réduire ces actes-là. Durant toute cette époque-là, c'est-à-dire que voilà l'histoire, mais ça fait partie de la guerre de libération. Ça sert à quoi de se remémorer ces moments, si ce n'est pas pour puiser une force pour affronter les défis de l'avenir, si ce n'est pas pour tirer des leçons, pour mieux regarder l'avenir, mais les Allemands l'ont fait. Ils ont accepté le refoulement de la honte qu'ils ont subi à travers d'avoir cautionné un Hitler, un monstre comme un Hitler. Ils ont accepté ce refoulement pour se concentrer uniquement sur la construction de leur pays. Donc, ça leur a donné de l'énergie pour construire l'économie allemande, qui est maintenant le moteur de l'Europe, le moteur au niveau mondial, sur tous les plans, en technologie, en sciences, en pharmaceutique et tout ça. Regarde les Vietnamiens qui refusent justement de sombrer dans ce retour à l'histoire pour se positionner en victime toujours, mais ils ont regarder vers l'avenir et construire le pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait le pouvoir algérien? Il a inscrit ce traumatisme dans notre hérédité. Il veut qu'on soit tout le temps porteur de ces blessures-là. On ne doit jamais se libérer de ces blessures. Pourquoi? Pour toujours rappeler au peuple algérien et utiliser ces blessures comme un fonds de commerce pour ramener le peuple à se réfugier derrière ce pouvoir illégitime. Donc, laissons l'histoire tranquille, terminons la page. Ce qui a été fait, été fait. La France, elle est un pays légitime, elle a son indépendance, l'Algérie a son indépendance. Qu'attendons-nous pour construire notre pays? Arrêtons de regarder vers le passé. Donc, et je sais, quand je regarde l'appel hypocrite et plein de contradictions de Tebboune, qui parle de, comment s'appelle, je salue le peuple algérien à l'étranger comme hommes et femmes en renouvelant l'attachement constant de l'État à défendre leurs droits. Quel droit reste-t-il encore au peuple algérien devant ce système militarisé? Il y a une Algérienne qui est venue de France, elle croupit toujours en prison parce qu'elle a chanté une chanson qui ne fait pas le plaisir de ce système illégitime. Donc, les intérêts, quel intérêt à l'Algérien aujourd'hui dans son pays, puisqu'il est en train de fuir en risquant sa vie pour aller justement rejoindre ce pays-là qu'on appelle le colonisateur d'hier, qu'on a chassé soi-disant, qu'on flagellise maintenant aussi parce qu'on lui reproche, on se remémore ses traumatismes et tout ça. Donc, ce sont autant de... Et puis, en continuant, il part de la dynamique de transition en Algérie vers l'avenir. Aujourd'hui, vous parlez de transition en Algérie, vous rentrez en prison. Il a criminalisé la transition démocratique en Algérie. Ce ne sont pas autant de contradictions. Une nouvelle vision, confiance en les capacités du pays. Quelle nouvelle vision? Nous sommes dans l'archaïsme. Jusqu'à maintenant, ils nous chantent encore la chanson de Boumedienne. Je respecte ceux qui ont encore de la sympathie envers Boumedienne, pas moi. Mais c'est fini. C'est une histoire ancienne. On va pas rester avec nous, Kamal Mouktefi. Très très bien. Restez avec nous, Kamal Mouktefi. Riyad Ouarab, sur cette question, bien sûr, on a entendu le message de Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, mais aussi Kamal Mouktefi est en train de dire, c'est un message plein de contradictions, mais aussi de l'instrumentalisation de l'histoire de l'Algérie. Quand il parle, il salue les enfants de l'Algérie à l'étranger, hommes et femmes, en renouvelant l'attachement constant de l'État à défendre leurs droits, à protéger leurs intérêts et à réunir les conditions optimales pour leur intégration dans le processus de redressement et de renouveau national. On va écouter ce jeune Algérien, puisque
comme il a dit Kamal Mouktefi, beaucoup de jeunes maintenant préfèrent fuir l'Algérie ou quitter l'Algérie pour aller s'installer donc dans les pays du Nord et surtout en France. On écoute ce jeune et je reviens à vous juste après. والله يا خوتي راهو جينا تشوف 2025 والله غير راح نشوفوا العجب والله غير راح نشوفوا العجب مادام دوكا بطاطا 2005 جاش 55,000 قابل بروحك قابل بدل هذا اللي هو صاير في بلادنا قادر يعيش يا خويا يعيش انا مانيش قادر له يا انا مانيش قادر انا ما نحبش الدل قلبي حامي يا خويا العزيز اذا ما انت قلبك بارد انا قلبي حامي يا خويا انا وياك ما نتلاقاوش انا ماذا بيا نروح بلاد واحد اخرين نعيش بيان ناكل بيان نشرب بيان انا في بلادي هذه مادام بطاطا 2005 والدجاج 55,000 والطوماطيش راهي 1800 خلاص ما بقى والو انا زياده فوق الارض خويا العزيز ما عندنا رانا زياده فوق الارض شوف والله غير شوف والله يا خوتي غير 3 خطرات والله هاو جود شوف تفكروا مليح هضرتي هاو شوف 2025 جونفي راح نقارضوا بيناتنا والله يا خوتي راح نشوفوا اللي عجب يا خوتي راح نشوفوا واحد الميزيريه اللي جامي شفتها في حياتك راك راح تتميزر حياتك كومبلي العام الجاي 2025 شوف تفكروا كلامي برك بلي انا قلتها وتفكروني برك. Riyadou Arabe. Donc, on a entendu le message de ce jeune Algérien. Pourquoi, 63 ans après, donc après les événements du 17 octobre 1961, les jeunes Algériens préfèrent quitter leur pays, préfèrent donc partir, prendre des risques dans des embarcations de fortune, et des fois même ils laissent leur vie, ils partent en famille aussi. Pourquoi, d'après vous, Riyadou Arabe? Dans un pays riche, les jeunes ne trouvent pas de travail. Les jeunes, ils ont envie de travailler, ils ont envie de fonder une famille, ils ont envie de voyager, ils ont envie de créer, ils ont envie de construire leur pays. Mais malheureusement, ce régime, cette dictature, cette junte militaire empêche, comme on dit dans le pays, empêche toute chicha. Il n'y a rien. Il n'y a aucun secteur d'activité qui marche. L'éducation, c'est une catastrophe. La santé, pareil. L'économie, si on peut appeler ça économie, il n'y a pas de poste d'emploi pour les jeunes. Donc, voilà, il n'y a que l'immigration. Après, je ne sais pas spécifiquement pour la France. Hein. Les Algériens, ils émigrent partout. Il y aurait eu à côté de nous le Mexique où ils auraient immigré vers le Mexique. La situation est très, très grave. Est vraiment très, très grave. Mais comment expliquer Riyad? Je m'excuse. Comment expliquer Riyad? Beaucoup d'observateurs aussi ont soulevé qu'en 2019, par exemple, quand il y avait le Hirak, donc cette révolution populaire, le phénomène de la harga s'est arrêté, s'est stoppé. Donc, pourquoi, d'après vous? Est-ce qu'il y avait un espoir que l'Algérie va changer? Qu'est-ce qui a fait que ce phénomène a stoppé, donc s'est arrêté en 2019 en plein Hirak? Tout à fait, parce qu'il y avait de l'espoir. Il y avait de l'espoir que la situation change, que les jeunes auraient plus de liberté, que le pays allait évoluer, qu'il y avait de l'espoir. Les jeunes avaient vraiment de l'espoir. Ils pensaient qu'on pouvait récupérer notre pays, libérer notre pays du joug de cette dictature et le construire. Les jeunes Algériens aiment profondément leur pays. Tous les Algériens aiment profondément notre pays. Et leur souhait, leur but, c'est de construire notre pays, c'est de vivre en Algérie, de construire notre pays. La junte militaire empêche tout espoir, la répression, les arrestations. Donc voilà, cette junte militaire c'est une gérontocratie qui est là, qui pèse sur tout. Elle empêche toute
toute évolution du pays vers le mieux, vers le bien-être du peuple. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Et c'est l'échappatoire que les jeunes ont trouvé, c'était justement le harga. C'est un phénomène qui n'a pas commencé maintenant, c'est un phénomène qui a commencé depuis que ce régime a commencé à peser sur la vie des Algériens. Et de tout temps, donc les jeunes prennent le large au risque de perdre leur vie pour un avenir meilleur n'importe où. L'essentiel, c'est qu'il ait un travail, qu'il ait des perspectives, qu'il puisse et même à l'étranger, quand on parle avec ces jeunes, ils commencent à travailler, dès qu'ils commencent à voir dès qu'ils commencent à avoir donc ces papiers, qui commencent à se stabiliser, la première chose qu'ils font, c'est ils retournent au pays. Donc, c'est vraiment une conséquence directe de ce régime, de la présence encore de ce régime et de cette gentilité de notre pays. Je rappelle aussi que le Quwat Dariba, elle a des sous-marins, elle a des frégates, elle a la marine. Donc, on se demande comment ça se fait. Bon, bien sûr, tout le monde le sait. C'est comment ça se fait que des bateaux de fortune quittent tous les jours, des dizaines de bateaux tous les jours quittent les côtes algériennes pour l'Europe sans que cette marine intervienne. Très bien, restez avec nous, Riyad Ouahra. On a été rejoint par Inès Firad, qui est secrétaire nationale chargée à l'université au sein du parti du RCD. Il est avec nous depuis Alger. Inès Firad, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs de Al Maghribia et merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup, Inès. Inès, on a entendu donc le message du chef de l'État, Majid Tebboune, qui avait envoyé un message à l'occasion donc de la Journée nationale de l'immigration, mais aussi qui correspond avec le 17 octobre 1961, donc les événements ou le massacre des Algériens, 63e anniversaire. Le message du chef de l'État était très clair par rapport donc à cette journée. Il a dit que les enfants de l'Algérie à l'étranger, hommes et femmes, en renouvelant l'attachement constant de l'État à défendre leurs droits, protéger leurs intérêts et à réunir les conditions optimales pour leur intégration dans le processus de redressement et de renouveau national. Comment vous avez trouvé ce message, Inès, en tant que jeune aussi, 63 ans après? Pourquoi les jeunes Algériens ont qu'un seul rêve, c'est de partir ou de quitter ou de fuir leur pays? C'est très important de traiter ce sujet-là parce que cela demeure très très important de mettre le point sur les i et de déclarer franchement que d'ici 10 voire 15 ans, il y aura une pénurie de jeunesse ici en Algérie. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, à l'heure où nous sommes, les étudiants, les chômeurs, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde veut quitter la nation et cela c'est à cause des difficultés que connaissent les Algériens et les Algériennes dans leur nation et dans leur pays, que ce soit sur le plan économique ou social. On remarque que l'inflation fait des ravages, que le citoyen algérien ne peut plus subvenir à cette et que les salariés ne peuvent plus clôturer leurs mois avec leur salaire et que les parents s'inquiètent par rapport à l'avenir de leurs enfants et que la jeunesse n'arrive pas à trouver aussi de travail et comme vous le savez que notre monnaie aussi, le dinar algérien ne vaut rien à l'heure actuelle, donc tous ces facteurs-là mènent à, comment dirais-je, encourager les jeunes à exiler, à chercher une autre opportunité ailleurs, et cela de par tous les moyens. Et hélas, on constate que beaucoup de nos jeunes périssent
à cause de cette situation-là et notamment à cause de la haraga. N'en parlons pas aussi de jeunes haraga qui sont actuellement partout dans le monde, qui souffrent aussi à cause de cela. Et voilà, c'est-à-dire que la situation actuelle, elle est vraiment précaire et qu'il faut s'attendre au pire. Il faut s'attendre au pire, sachant que vous l'avez dit que je suis chargé à l'université. Je peux témoigner que les étudiants, une grande majorité, cherchent à quitter le pays pour terminer leurs études ailleurs. Et ce n'est pas uniquement pour terminer leurs études, c'est-à-dire qu'ils cherchent à s'installer ailleurs. Ils cherchent à s'installer en Europe, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, etc. Donc, et pourtant, Inès, le discours des responsables algériens, il est tout à fait contraire par rapport à ce constat que vous êtes en train d'avancer quand on entend par exemple Ahmed Tebboune parler des jeunes Algériens. On va l'écouter dans ce passage et je reviens à vous juste après. وراكم تشوفوا الشباب تاعنا اليوم يعني راضيين كل الرضا على بلادهم على وطنهم. اليوم اللي راهم في كوريا راه في كوريا، واللي راه في الصين راه في الصين، واللي ماشي للماريكان راه ماشي للماريكان. الشباب نتاعنا باش يجيبوا التجربه، شاو يجيبوا التجربه الاقتصاديه نتاع الشباب الصيني، والتجربه الاقتصاديه نتاع الشباب الكوري، والتجربه الاقتصاديه نتاع الشباب الامريكي. Inès, quand on entend donc Ahmed Tebboune parler des jeunes, il dit que ces jeunes-là, ils partent pour ramener donc l'expérience de ces pays. Il a cité bien sûr quelques pays. Est-ce que vous pensez qu'il y a une incompréhension de la situation des jeunes de la part des responsables algériens où il y a un déni de réalité? Comment expliquer donc cette situation? Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut bien définir la chose. C'est-à-dire que les Algériens aiment bien leur pays. Ils aiment l'Algérie. Mais, ils ont un problème ou bien ils n'acceptent pas la gouvernance actuelle de cette Algérie. Ils auraient aimé à ce que les dirigeants de cette nation, à ce que les dirigeants de ce pays améliorent les situations. Ils auraient aimé vivre une autre situation que celle d'aujourd'hui. Quand on parle d'une minorité qui ramène l'expertise au pays, c'est une infime minorité. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont allés à l'étranger afin d'acquérir de l'expérience et de ramener cette expérience-là et de l'instaurer ici en Algérie. Mais elle est infime. Et je dis bien, elle est infime. La quasi-majorité de la jeunesse cherche à exiler. La quasi-majorité de la jeunesse cherche à s'installer en Europe, et ce, à des fins sociales, des fins économiques. Le citoyen algérien veut vivre en paix, veut vivre en sérénité. Il veut à ce que, quand il travaille, il puisse finir son mois avec un bon salaire, à ce que ses enfants aient une bonne scolarité, à ce qu'il ait de bons moyens sanitaires, c'est-à-dire des hôpitaux, etc. Et c'est cette difficulté-là qui existe en Algérie. Il faut se poser les questions, est-ce que nous avons tout cela? Si ce n'est le discours destiné à la consommation, nous connaissons tous ce discours-là qui vise à montrer comme quoi l'Algérie est un pays développé, comme quoi que l'Algérie dépasse la Suisse. On a même entendu des hauts dirigeants dire ceci, dire cela. On a aussi entendu des hauts dirigeants dire que nous sommes une puissance mondiale, que nous avions une économie parmi les meilleures en Afrique, qu'on avait des universités parmi les meilleures au monde. Mais à un certain moment, on ne peut pas couvrir le soleil avec un tamis. La vérité est là. Le peuple exile, le peuple quitte la nation, le peuple utilise des cargos, des barques. Et j'ai entendu tout à l'heure le monsieur, là, désolé, j'ai oublié son nom parce que je suis juste arrivé sur le fil. Il disait que comment ça se fait qu'on n'intercepte pas ces barques et ces bateaux de fortune. Mais il faut savoir que c'est un business. Ce fléau de Haraga est vraiment un business
qui fleurit en mais comment expliquer aussi, la question a été posée pour Riyad Ouahrab, comment expliquer, Inès, puisque vous êtes aussi secrétaire national chargé à l'université au sein du parti du RCD, est-ce que c'est une question politique, d'ouverture politique, puisqu'en 2019, par exemple, on a vu ce phénomène s'arrêter. Le phénomène de Harga s'est arrêté. Beaucoup de jeunes Algériens ont commencé à avoir espoir que l'Algérie va changer. Est-ce que vous pensez que la question est une question des libertés, est une question d'ouverture politique? Franchement, oui. Tout est politique. Tout fléau social, tout fléau économique a une relation directe avec la politique. En 2019, il y avait une échéance, il y avait un mouvement. Le peuple s'est révolté, est sorti dans la rue. L'espoir était grand. C'est-à-dire que toutes les branches de la société participaient à cela. Des vieux, des vieilles, des moins âgés, des personnes âgées, des jeunes et des moins jeunes participaient aux marches, aux manifestations qui ont duré presque 3 ans en Algérie. Partout dans les wilayas, dans les 48 wilayas de la nation. Mais au fur et à mesure, avec toute la répression qui a été exécutée, avec toutes les manœuvres qui ont été faites, avec tous les emprisonnements à laquelle on a vu, à l'heure actuelle, il y a toujours des détenus d'opinion, aux musulmans aussi de la presse, aux musulmans de la voix du citoyen, c'est-à-dire que le citoyen ne pouvait plus s'exprimer librement, alors qu'il était pacifique, alors qu'aucun dégât n'avait été constaté, si ce n'était quelques wilayas où il y a eu des échauffourées. Et quand même, ces échauffourées, on connaît tous les causes, comment elles ont démarré. Je tiens à signaler aussi qu'il y a eu des ébranlés. À Bouira, nous avons eu 5 ébranlés. Ils ont perdu leur vie. Il y a eu des centaines de blessés aussi parmi les citoyens et les forces de l'ordre à cause de certaines échauffourées. Mais tout ça a poussé. Et surtout, je vais m'axer beaucoup plus qu'après la période du Covid, après la crise sanitaire, l'inflation. L'inflation a fait des ravages. Le citoyen ne peut plus, à l'heure actuelle, vivre aisément. Il ne peut plus s'acquitter de ses frais. Il ne peut plus payer son loyer sans qu'il ne pense à sa fin de mois. Aujourd'hui, le citoyen ne peut plus clôturer ses fins de mois avec ce salaire. À l'heure actuelle, le SMIC est toujours de 20 000 dinars. Très bien. Restez avec nous, Inès Ferrad. On va enchaîner bien sûr avec, puisque vous êtes avec nous, Inès, et vous êtes chargée aussi à l'université, la question des étudiants, donc la question de la jeunesse algérienne. On va enchaîner avec donc les étudiants en sciences médicales qui ont entamé donc cette semaine une grève générale accompagnée de manifestations à travers plusieurs villes d'Algérie par rapport à leur situation. On regarde cette petite intro et je reviens à vous juste après. Donc, on regarde ces images aussi des manifestations des étudiants en sciences médicales. Donc, on parle des futurs médecins algériens. On connaît aussi la situation de ces étudiants, mais aussi des médecins qui préfèrent partir, quitter le pays, l'exode des médecins. Presque entre 15 000 et 20 000 médecins qui sont installés seulement donc en France. On va regarder ces images.
Voilà, donc il y a eu aussi le communiqué du collectif national des étudiants en sciences médicales et il parle d'une situation dans laquelle il mentionnait donc les revendications soulevées par les étudiants en sciences médicales, donc les futurs médecins. Les étudiants en sciences médicales se retrouvent confrontés à un manque criant de services de formation et de stage, ainsi qu'un déficit de la formation et des conditions nécessaires à l'achèvement donc de leur parcours dans de bonnes conditions, tout en constatant une augmentation massive des places pédagogiques. Il parle aussi de l'opacité du nouveau système instauré concernant les étudiants en médecine. La bourse de l'étudiant en sciences médicales ne répond absolument pas à ses besoins dans un contexte de marginalisation évident par rapport aux autres filières. La décision brutale et injuste concernant l'exclusion de 3 ans en cas de renoncement au poste. Kamal Mouktefi, je vais commencer avec vous cette question. Comment peut-on lire donc ce malaise des étudiants en sciences médicales bien sûr, ça nous rappelle aussi la situation de système de santé en Algérie. Alors que Abdelmajid Tebboune a dit que nous avons l'un des meilleurs systèmes de santé en Afrique et dans les pays du Maghreb. Kamal Mouktefi. Oui, et rappelez-vous aussi, il a dit on peut construire combien déjà d'hôpitaux en Palestine? En 20 minutes? Non, 20 en 3 jours, je pense, c'était ça. Et c'est-à-dire que mensonge sur mensonge. L'Algérie est un gros bateau qui a de l'eau qui rentre partout. Il est en train de couler sous le regard de ses gouvernants qui sont un équipage obnubilé sous l'effet de l'opium. On dirait que le bateau coule. Eux, ils présentent la situation comme si nous sommes dans une situation excellente. Voilà, nous sommes le meilleur système de santé au monde, nous sommes les meilleurs... Je vais juste vous donner quelques chiffres. Je veux dire, j'ai préparé une contribution qui va paraître bientôt, mais je vais me permettre de vous donner quelques informations. Il y a Global Health Security Index. C'est un organisme qui évalue le système de santé des pays dans le monde. Il a classé l'Algérie 173e sur 194. Donc, 173e sur 194 pays dans le monde. Il est classé comme l'un des pays les moins préparés à faire face à la crise du Covid en 2019. Bloomberg Healthiest Country Index rapporte en 2019 que le système de santé algérien vient en 4e position en Afrique, derrière le Nigeria, la Tunisie, l'Afrique du Sud. Donc le dernier rapport de Global Health Security Index, donc, qui est en 2021, elle a dit que suite à la première évaluation, il signale l'absence de preuves sur le fait que l'Algérie dispose de stratégies pour remédier aux lacunes relevées durant la crise du Covid. Donc c'est un système qui ne s'améliore pas. Et en 2024, nous sommes dans la même situation. Donc le système de santé n'est pas unique en Algérie, il n'est pas le seul secteur touché. C'est pour ça que l'Algérie est un pays délabré. Mais nous sommes nationalistes, nous sommes patriotiques, nous sommes des patriotes plutôt, mais ça ne nous empêche pas de dire que l'Algérie est un pays délabré dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Sinon, on va pas voir nos jeunes quitter vers l'étranger comme ça, risquer leur vie en mer. Donc, le système de santé, il est délabré, le système économique, il est délabré. Ça appelle quoi? Ça appelle à une refondation de la nation algérienne dans tous les secteurs. Donc il faut revoir, il faut repenser l'économie, repenser l'éducation, repenser la santé, repenser le système universitaire, repenser toute l'Algérie. Nous avons les compétences pour le faire, mais nous avons un obstacle qui s'appelle un système mafieux illégitime qui refuse de s'ouvrir, de laisser le citoyen réfléchir. Ces gens-là maintenant, qui sont, moi je me réjouis de voir des étudiants algériens se réveiller, mais il ne faudra pas qu'ils se limitent juste à revendiquer l'augmentation des bourses et tout ça, donc rester
nombriliste. Le nombrilisme, c'est ça qui va tuer encore, qui va accélérer la mort de l'Algérie. Ne restez pas ankylosés dans votre domaine, dans votre secteur, et demandez l'amélioration de vos conditions uniquement sans regarder à côté que ça va mal aussi. Si vous êtes médecin, si vous êtes étudiant en médecine, vous n'allez pas juste trouver votre bonheur dans la cité universitaire ou bien dans l'amphithéâtre, dans vos conditions à l'hôpital en tant que médecin, si l'environnement il est pourri. Donc vos conditions ne s'amélioreront pas si l'environnement économique et social il est pourri. Donc votre démarche elle est louable, oui, et vous revendiquez une amélioration, mais vous avez le niveau aussi de comprendre que l'amélioration dans votre secteur dépend de l'état de santé de l'Algérie. Donc, ne soyez pas fermés, ne soyez pas nombrilistes. Donc, c'est ça le message que je vais envoyer à ces étudiants. Et les étudiants dans tous les pays du monde, et moi-même, je suis issu du mouvement estudiantin, j'étais un des acteurs du mouvement estudiantin quand j'étais à l'université. Nous n'avons jamais pensé étudiants, mais nous avons pensé plus large que ça. Nous avons pensé à travers nos actions, développer notre pays, donc insuffler une nouvelle dynamique pour le changement politique en Algérie. Donc c'est ça que je suggère. Merci. Très bien. Riyad Ouara, votre réaction par rapport à cette question, bien sûr, et par rapport à cette grève générale donc, des étudiants en médecine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous avez entendu Kamel Mouktefi. Il salue bien sûr cette grève générale, mais il ne faut pas aussi qu'elle reste au niveau donc des revendications. Votre réaction? Riyad Ouara? Oui. Ah, très bien. علاش نسمعوك مليح تفضل رياض. Oui, je dis que tous les étudiants à la STAP, tous les secteurs sont pas d'économie, on n'a pas d'industrie, on n'a pas et malheureusement, c'est fait mal de le dire, notre pays est réellement délabré, c'est le cas de le dire. Après, par rapport au mouvement des étudiants en médecine, Riyad Ouara, je pense qu'on a un petit souci de connexion. On a un petit souci de connexion. On va essayer de rétablir ça. On va passer la parole à Inès Firad, qui est à Alger. Inès Firad, vous connaissez très bien donc cette question, la question des étudiants, ce malaise qu'on a vu, mais aussi cette grève générale des étudiants en sciences médicales. Votre réaction quand on voit donc cette grève générale au niveau national des étudiants? Vous savez, ce mouvement-là, bien cette grève-là, me fait rappeler le mouvement des médecins en 2018, le jour où les résidents avaient fait un mouvement de protestation en 2018, ils sont sortis et ils ont été réprimés, hélas, par les forces de l'ordre à cette époque-là. Vous savez, quand on parle de l'université, il n'y a pas uniquement que les étudiants en médecine qui souffrent, c'est-à-dire que tous les étudiants des différents domaines, des différentes spécialités, des différentes facultés souffrent, mais quand il s'agit des sciences médicales, c'est très sensible. Pourquoi? Parce que j'ai tout à l'heure cité la crise sanitaire de 2019 à 2021, c'est-à-dire que lors de cette situation-là, c'est qui a souffert le plus? C'est bien la protection civile et le corps médical. C'est-à-dire qu'ils ont fait des mains et des pieds, ils ont lutté avec des moyens médiocres, avec des infrastructures délabrées, avec des moyens quasi insuffisants, mais ils ont lutté afin d'aider au maximum les citoyens de notre nation, la population, etc. Et à ce jour même, ils fournissent énormément d'efforts. Récemment, j'ai eu à passer par un hôpital, l'hôpital de l'Khvaria à Bouéa, et je profite de cette occasion-là pour les remercier, pour remercier tout le staff médical et tout, parce que vraiment, malgré les moyens dérisoires, c'est-à-dire que malgré le manque d'infrastructures, malgré le manque de moyens, mais les médecins fournissent
des efforts incroyables. Ils font de tout pour essayer d'améliorer la situation. Et quand on voit ça, quand on voit ce mouvement-là de grève, c'est-à-dire que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quand on voit des médecins, quand on voit des résidents, des futurs médecins parler par rapport à leur situation, c'est pas uniquement par rapport aux bourses qu'ils sont en train de parler, mais c'est par rapport au système dont ils vont faire part d'ici demain. Vous savez qu'il y a il y a des centaines, voire des milliers de médecins aujourd'hui qui sont au chômage. Il y a des centaines, voire des milliers de médecins qui se retrouvent loin de leur famille en Algérie. Et hier encore, j'étais en train de discuter avec un docteur qui m'a soulevé un problème, un vrai problème. C'est-à-dire que la personne est mariée, elle a 2 enfants, et du jour au lendemain, voilà, on lui dit que votre poste au niveau d'Alger est relevé et que vous devez aller à Timimoun. Alors qu'il a passé ces 2 ans, le service, comment on l'appelle déjà, c'est comme un service national, c'est-à-dire que les médecins doivent passer 2 années, voire 3 années dans les wilayas de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de médecins qui sont au chômage. Il y a des médecins qui ne peuvent pas ouvrir des cabinets privés. Il y a des médecins qui se retrouvent en train de chercher d'autres opportunités d'emploi. Il y a des médecins qui n'ont pas vu leur diplôme cacheté, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu leur diplôme. Au niveau des infrastructures aussi étatiques, c'est-à-dire dans les centres hospitalo-universitaires, on voit que les situations sont très très difficiles par rapport aux résidents. Le manque de formation aussi, il y a un manquement dans ces infrastructures-là. Et comme le citait le communiqué, c'est par rapport au nombre croissant des demandeurs d'emploi, des résidents et tout. Ceci ne fait qu'affecter la situation. Très bien. Et très rapidement, parce qu'on a dépassé le temps. Inès, d'accord, donc oui, rapidement, donc moi j'encourage ces étudiants-là. Il faut qu'ils aient un esprit de discipline tout d'abord. Il faut qu'ils aillent de l'avant et il faut qu'ils décrochent leurs revendications. Il faut qu'ils s'accrochent à leurs revendications et aussi il faut qu'ils soient solidaires entre eux. Et merci. Voilà, merci beaucoup Inès. Merci beaucoup Inès Firad, secrétaire nationale chargée de l'université au sein du RCD. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci Riyad Wahrab, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Kamal Mouktifi, universitaire et militant politique. Vous étiez avec nous depuis le Québec, donc le Canada. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à takoum saha.